On y va pour ceux qui ne sont pas là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On a Laurent Villa qui nous rejoint. J'espère que vous allez bien. On est sur cette deuxième séquence en live que je vous propose. Vous avez vu comment on a fonctionné sur la première. On était via l'application StreamYard qui permettait d'avoir des échanges, mais simplement par écrit. Et là, l'enjeu véritablement, c'est que je vous donne deux axes. Je pense que vous avez dû voir le visuel que j'ai proposé. J'y ai annoncé le pourquoi et j'y ai annoncé les valeurs. Et l'enjeu pour moi, ça serait qu'on tourne autour de ces deux thématiques-là et qu'on voit ce que l'on peut en faire. Et on avait évoqué lors du premier live, justement, de toute façon, qu'on viendrait sur cette question des valeurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans un tout premier temps, je déteste les slides PowerPoint, mais je vais juste vous en proposer quelques-unes pour nous amener dans le premier thème et ensuite, on va pouvoir justement partager, échanger, parce que c'est véritablement ça notre enjeu. Avec ce qui suit, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien ce qu'il y a à l'écran? Oui. Ok. Ah ouais, on voit bien. Ok, parfait. Merci. Alors, on y va. La première des choses que je voudrais poser, c'est que, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est pourquoi on fait les choses qui nous inspirent et ce n'est pas réellement ce qu'on fait. Vous êtes entraîneur, vous êtes passionné par votre sport. Des entraîneurs, il suffit, comme les coachs d'ailleurs, les coachs non sportifs, il suffit de secouer un arbre et il y en a plein qui tombent. Et ce qui peut faire la différence pour vous en termes de positionnement, c'est pas ce que vous faites, parce qu'il y a une large globalité de personnes qui savent faire ça, mais ça va être véritablement de réfléchir à pourquoi vous le faites. Et du coup, je veux faire un écho là sur ce début d'intervention sur un livre majeur qui s'appelle Commencer par le pourquoi, qui vient de Simon Sinek. Simon Sinek, c'est euh, la conférence TEDx qui a été la plus vue au monde, avec plus de 20 millions de personnes, et ça va continuer à augmenter pendant un grand moment. Et surtout, à travers son TEDx et ce livre, ce qu'il nous explique, c'est comment les grands leaders nous inspirent à passer à l'action. Et il va de soi que c'est un thème qui forcément est fondamental et central pour vous autres qui êtes à travers votre métier dans l'incarnation de ça. Qui connaît déjà Simon Sinek? Dites-moi. Non? Pas du tout. Pas du tout. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Vous taperez sur Internet Simon Sinek TEDx ou TED et vous allez certainement utiliser 18 minutes les plus précieuses de votre vie, plus précieuses même que le temps qu'on va passer là, en étant vraiment à la source de ce qu'il propose. Je vais plus loin. Et en fait, ce que je voudrais pour commencer, c'est vous raconter une histoire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le leadership, quand on est entraîneur notamment, ça passe par le fait de raconter des histoires. Le storytelling, on oublie de le dire, parce qu'on ne le sait pas d'ailleurs, c'est pour ça qu'on oublie de le dire. Le storytelling est une des compétences clés des plus grands leaders. Cette capacité à raconter des histoires, à emmener, à illustrer, à faire résonner, à faire passer l'émotion, c'est une des compétences clés des leaders. Et du coup, je vais y aller justement en mode storytelling pour qu'on travaille sur le pourquoi. Avec cette première chose, tout commence dans le garage d'une maison et vous allez voir que très vite, vous allez voir où je veux en venir. De qui parlons-nous? Avez-vous Steve des... Jobs, Ça sent un peu les Steve Jobs, ça, non? Jobs Ça rappelle chez Steve Jobs comme ça Bill là, Gates. ou Bill Gates? Ouais, on va regarder. En effet, ce sont les deux Steve. Steve Jobs et Steve Wozniak, qui étaient à l'origine, parce que Wozniak, on n'en parle plus, mais qui étaient à l'origine de la création de l'empire Apple. Et en fait, je voudrais qu'on chemine ensemble en se posant la question comment ces deux jeunes de l'époque, jeunes Steve de l'époque, ont-ils pu réussir l'exploit de passer de ça, et je trouve que cette image est incroyable à retrouver, passer de cet objet à des choses qui ressemblent davantage à ça. Et là, je voudrais déjà, avant de continuer sur mes slides, recueillir vos premiers éléments de réponse. Qu'est-ce qui leur a permis de passer de ce qui se passait dans le garage à potentiellement ce genre de choses? Quel est votre avis là-dessus? Je vous ai dit, cette séquence, je veux qu'elle soit la plus interactive possible. Le rêve. Il faut que je fasse rentrer Paco. Hop, hop, hop. Et je reviens à nouveau sur le partage d'écran.
Bon, on peut commencer à discuter. Yes, je vous écoute. Moi, comme ça, le premier mot qui me vient en voyant l'image que tu proposes, c'est une vision certainement un peu avant-gardiste, peut-être avec une volonté aussi de choquer un petit peu culturellement les habitudes en proposant des choses qu'on n'a jamais vues, quoi. Ok, vision avant-gardiste, choqué. Euh, Est-ce que du coup, ça serait une clé pour élever votre standard d'entraîneur d'excellence? Ce que tu viens de dire. Ah, ça appelle à la créativité, j'imagine que oui, donc. Ok, ça appelle à Sans créer. avoir pour autant de références de départ, même si là on voit un vieux clavier sur la première image, ça part d'une base forcément. Mais après, ce qu'il propose en effet avec cet iPad qui réunit toutes les fonctions qu'on connaît aujourd'hui, c'est difficile en effet à imaginer, même si on a un peu de créativité. Après, c'est peut-être dans la pensée des génies, mais pas pour tout le monde, quoi. Donc, Tu créatif. reviens aussi sur la notion un peu transversale. Enfin, c'est bateau, mais c'est pas si que c'est de limite. Tu es tout simplement là-dessus, puisque tu te mets pas d'horizon. Ouais, à la différence de beaucoup de personnes qui s'en mettaient en place. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre job, ou plutôt, quand je dis on, je pense vous, hein, vous mettez des limites? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Quelle limite je me mets par rapport à mon job et le potentiel vers lequel je peux aller? Elle est très souvent structurelle, en fait. Vas-y, qu'est-ce que Donc, tu veux dire ça? elle est très souvent structurelle dans le sens où tu t'es quand même très souvent, malgré toutes les ambitions que tu peux avoir, tu es quand même très souvent, tu as la limite extrinsèque de l'environnement dans lequel tu exerces. Puisque si tu as beau être le plus ambitieux possible, si tu n'as pas les structures au niveau du club, si tu n'as pas les moyens, etc., ton ambition va toujours être très freinée par ce paramètre-là. L'ambition, je rajouterais virgule dans le club, oui. Parce que tu vois, là, Oui, dans le club, oui. voilà, ce qu'il y a en haut à gauche de mon slide, là, c'est pas pour rien, hein, ce truc-là, mindset de gagnant. C'est vraiment pour dire qu'en s'appuyant très clairement sur ce que Tony Robbins nous enseigne, il n'y a aucune limite dans quoi que qui puisse être. Tony Parker, il n'imaginait pas qu'il y ait de limite et lui, il imaginait qu'il pouvait jouer en NBA. À l'âge de 9 ans, il y avait encore, c'était un boulevard, c'était plus envisageable. Le fait qu'il y ait des coachs européens ou étrangers qui aient coaché en NBA également, je pense qu'il y a 99% des coachs qui pensaient que c'était inenvisageable. Il y en a quelques-uns qui se sont dit qu'il n'y a pas de limite et on peut potentiellement y aller. Je veux vraiment que vous réfléchissiez à ça et à vos propres croyances limitantes là-dessus. Parce que des fois, quand je parle avec des dirigeants et que je leur dis, voilà, si à un moment donné, vous avez besoin de parler, d'être sur une scène devant plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, et là, on me dit, oh là là, oh là là. Et à chaque fois, je leur dis, attention, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et par contre, attention aux limites qu'on se met les uns les autres. Est-ce que vous voyez mon message là-dessus, là? Oui. Vous voyez ce qu'il en est? Ok. Je ne martèle pas une ambition exagérée sur quoi que ce soit. Je veux juste vous amener à faire un focus sur les éventuelles limites, et ce n'est pas éventuelles, les limites que l'on se fixe dans notre projet d'évolution. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore comme raison qui les ont amenés de passer de l'outil d'avant à celui-ci? On a vu déjà créativité, innovation. On a vu ensuite cette question de croire que tout est possible. Il peut y avoir d'autres qui, eux, leur a permis et qui peut être une source d'inspiration pour nous, justement, de passer à la version de nous qui était sur la slide d'avant à cette version-là. La peur d'oser? Oui, Mathieu, la peur d'oser. Absolument, absolument. Parce qu'il y a un besoin de résultat quand même imminent dans le basket notamment. Donc là, peut-être la peur d'oser, même si, et là, Alex est sur le Zoom aussi, il pourra le confirmer mieux que moi, hein, parce que c'est lui qui décide aussi de tout ça, mais on ose se faire plaisir et on essaie de faire partager notre créativité, nos idées aux joueurs qu'on a, et s'ils sont réceptifs, bien sûr. Mm-hmm. Alex, tu veux dire quelque chose sur ce sujet d'oser ou pas? Je dirais que notre activité, elle est quand même basée sur le résultat à très court terme et qu'il y a une notion de plaisir qui est importante. Alors, plaisir pour les joueurs, mais aussi plaisir pour les coachs qui vont se faire plaisir en essayant de proposer des choses un petit peu nouvelles ou en restant très humble par rapport à ça, parce que je crois qu'on n'invente pas grand-chose dans le basket. On remet à jour des choses qu'on n'a pas vues plutôt depuis longtemps. Et puis, il y avait une autre notion qui me venait un petit peu à l'esprit, c'était... mais elle s'est échappée pendant que je te parlais. Donc, du coup. Elle te reviendra. Voilà, ça viendra plus tard. Mais
Le fait d'oser et de pas créer, c'est un too much, je pense, créer. C'est un peu too much, mais peut-être de surprendre. On sait très bien que la surprise, la nouveauté, ce sont des sources de dissonance un peu cognitives pour la motivation des joueurs, et c'est toujours intéressant d'aller sur ce chemin-là, bien évidemment. C'est intéressant, puis surtout, nous, je trouve que ça nous cible aussi. Non, voilà, c'est ça, ce sur quoi je voulais venir, c'était par rapport aux limites. On est parfois aussi confronté aux limites de son propre groupe de joueurs par rapport à nos ambitions technico-tactiques. Ouais. Et il faut, nous, après, du coup, se réajuster pour quand même que ça puisse coller. Je vois au-delà des limites structurelles dont Romain a pu parler à juste titre, moi, je vois aussi ces limites un peu parfois de groupe et de compétences. Où c'est Tu parles de limites de compétences technico-tactiques, physiques, tu parles de tout ça, tout ça en même temps, ouais, c'est ça. Est-ce que tu parles aussi de limites, pour le coup, en termes de mindset, c'est-à-dire de OK, on est là, on est des bons joueurs de Pro B et ça va bien comme ça, ou pas? Il y a des joueurs qui sont comme ça, effectivement, et très clairement sautent aux limites, ou qui ne se connaissent pas bien, bien évidemment. Et il y a des joueurs qui, au contraire, parfois, ne voient pas leurs propres limites, ce qui peut être intéressant, mais qui aussi peuvent prendre des murs par les mêmes occasions, puisque là, ils sont un peu téméraires pour le coup, mais on se rend compte aussi que les joueurs qui ont joué plus haut entraînent les autres, parce qu'il y a, comme Tony Parker, il y a toujours cette notion de on n'aurait jamais pensé que, et puis bah, finalement, quand ça arrive, bah, on est tous un peu surpris, quoi. OK. La question que Laurent pose aussi sur le chat, elle est intéressante. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. J'allais transition man. Voilà, pardon, je me permets, hein, je suis désolé. Tu fais très bien. Tu as complètement raison. Elle est très bonne. Laurent, est-ce que tu veux nous formuler ça à l'oral, camarade? Bonjour à tous. Déjà, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend très bien avec ton accent, tout va bien. Ok. Eh bien, en fait, en suivant différents modules, là, comme tu fais et d'autres, je trouve que vous faites beaucoup de différences entre les valeurs qui peuvent être vraiment importantes à ses yeux, mais aussi des valeurs qui parfois peuvent être en fait des besoins. Et puis, quand on parle de croyances limitantes, on peut aussi parler parfois de valeurs limitantes, puisque des valeurs sont des croyances. Et en fait, pour faire le tri dans tout ça, bon, je pense qu'il y a peut-être un travail à faire supplémentaire, parce que ce n'est pas forcément des notions qui sont vraiment sectorisées. Oui. Okay. Pour moi, il y a vraiment une très, très grande différence entre valeurs, besoins et croyances. Croyances limitantes, etc. notamment. Les valeurs, alors les valeurs, je ne vais pas vous les résumer là, puisqu'on va faire un travail spécifique juste après. Vous allez faire un travail sur les valeurs une fois qu'on a fini de travailler sur le pourquoi. Donc, on va y venir tout à l'heure. C'est ce que l'on incarne, ce qui est fondamental pour nous, ce qui nous renvoie à notre personnalité, notre éthique. On y reviendra plus précisément tout à l'heure. Les besoins, pour moi, ne sont pas de cette nature-là. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir des valeurs de solidarité et un besoin, je prends un joueur ou un coach et un besoin fort de nourrir ma famille, d'aller chercher un contrat, de briller, de récupérer de l'objection externe. Et ça pourrait se confronter potentiellement, la valeur solidarité versus le joueur qui veut briller dans les tribunes avec tout le monde qui le regarde, les futurs contrats, etc. Ça pourrait se confronter. Donc déjà, pour moi, c'est complètement différent. Et par rapport aux besoins, je veux juste faire un clin d'œil sans qu'on y reste trop longtemps, ramener à la pyramide de Maslow. Et hop, dès que je l'ai dit, qu'on arrête, parce que c'est un modèle qui est désuet selon moi, mais qui permet juste de réfléchir un petit peu en partant des choses les plus fondamentales, puisque chez Maslow, on nous parle des besoins physiologiques en haut et tout en haut des valeurs, des besoins, pardon, justement, d'accomplissement. Simplement, je voudrais qu'on dégage Maslow de là et qu'on y réfléchisse en faisant une espèce de pyramide de nos besoins à nous. Et pour le coup, je vous renverrai volontiers quels sont, vous, vos besoins en tant qu'humain, et du coup, voir comment, en tant qu'entraîneur, vous pouvez trouver des liens avec ça. Quelles sont les choses vraiment en mode basique, fondamental pour vous, et ensuite ce à quoi vous aspirez être et devenir en tant qu'humain et entraîneur, et ensuite quel est le gap et le chemin pour réduire cet écart-là. Et puis les croyances, pour moi, elles viennent fondamentalement de notre épigénétique et donc de notre éducation et donc potentiellement de toutes les personnes qui ont représenté, incarné un rôle de mentor, éducateur, professeur, entraîneur depuis notre enfance. Nos parents les premiers, nos instits ensuite, nos profs ensuite, en parallèle nos entraîneurs,
des éventuels managers, présidents, dirigeants dans les clubs, dans les structures, dans les comités ou dans les entreprises si vous y êtes allés, qui nous ont infusé, qui nous ont envoyé des croyances et des croyances qui sont souvent orientées autour des messages contraignants. Qui ici a déjà entendu parler des messages contraignants ou des injonctions paradoxales? Il y a 2 façons de le dire. Ou des drivers, il y a 3 façons de le dire. Vous savez, c'est potentiellement sois parfait, fais plaisir, dépêche-toi, tous ces trucs-là. Il y en a 5 en tout. Et ce sont toutes ces croyances-là qui nous ont été infusées, transfusées, envoyées depuis qu'on est tout petit. Sois parfait, c'est vous étiez petit et vous rentrez de l'école et en école élémentaire et vous avez un de vos parents qui dit, vous dites, ah, j'ai eu 2 très bien et 1 bien en je ne sais pas quoi. Et si vous avez un des parents qui dit, ah ok, d'accord, très bien, et c'était en quoi le bien? Il ne vous dit pas directement, je veux que tu aies que des très bien, que tu sois parfait, mais c'est ce qui vous envoie. Une autre de ces croyances qui est renvoyée en mode message contraignant dans notre enfance, c'est sois fort. Vous étiez joueur ou joueuse sur le terrain, pareil, en Benjamin, Benjamine, Poussin, Poussine. Vous êtes sur le terrain, vous tombez, vous pleurez. Et là, votre parent, votre entraîneur ou je ne sais qui dit « Eh oh, on ne pleure pas, on se relève, on y va ». La croyance qui est envoyée, c'est « Sois fort, tu dois toujours montrer que tu es fort ». Or, la vraie vie d'un humain, d'un entraîneur que vous êtes, d'un éducateur que vous êtes, d'un athlète, il y a des moments où on est très fort, il y a des moments où on l'est moins, et c'est vivre avec cette harmonie-là. Et pour moi, les croyances, c'est vraiment, je ne vais pas les faire complètement là, mais de cette nature-là. Et le travail pour vous, c'est de mettre de la conscience sur, tiens, mais moi, c'est quoi les croyances qui m'ont été infusées, qui m'ont été emmenées? Ça ne sert à rien d'avoir des regrets, de la culpabilité ou du jugement de qui que ce soit qui vous ait amené ça, juste, encore une fois, d'y mettre de la conscience. Est-ce que Lolo, ça répond globalement déjà à la différence entre les 3? Oui, après, il y avait plus de… Dans l'exemple que je peux prendre, il y avait plus de nuances. Dans le sens, par exemple, une personne avait accroché vraiment la notion de liberté comme valeur forte à nourrir. Et quelqu'un lui disait, mais peut-être que cette liberté, en fait, finalement, un besoin, ce n'est pas une valeur. Bon, là, par contre, ça commençait à être un peu flou. Et après, avec une personne, j'avais travaillé sur les valeurs et certaines valeurs, pour cette personne, étaient des croyances limitantes, en fait. Tu vois, c'est pour ça que ces nuances-là étaient pour moi beaucoup plus fines et en fait, mais quand même du désordre dans tout ça. Pour moi, la valeur liberté, moi, mes 2 premières valeurs les plus hautes, c'est liberté. C'est pour ça que je suis à mon compte et plus à la Fédé, etc. C'est liberté et travail, très clairement. Je pense qu'on risque de retrouver la valeur travail très forte chez certains d'entre vous. On verra ça tout à l'heure. Je ne veux surtout pas induire comment la liberté pourrait être un besoin. En fait, ce n'est pas ça. C'est le besoin. Il s'exprimerait corrélé à la valeur liberté. J'ai le besoin de prendre des décisions par moi-même. J'ai le besoin de gérer mon planning. J'ai le besoin de choisir avec qui je travaille. J'ai le besoin de pouvoir me mettre off 2 jours si je le souhaite, peu importe. Tu vois? Pour nourrir cette valeur. Exactement. Le besoin, je corrèle plus à un comportement, si tu veux. Vas-y. Et là, c'est là où on peut se dire à un moment donné, suivant comment on veut avancer, par exemple, le système du basket, avec des choses qu'on contrôle, des choses qu'on ne contrôle pas. Là, si la valeur liberté est super forte, se dire, ben, est-ce que ce n'est pas une fausse croyance? Parce que tu ne peux pas être libre en étant dans le système du basket. Tu es contraint par des dirigeants, un marché, des joueurs, enfin, tout un tas de trucs, quoi. Alors, ça ne peut pas être une fausse croyance puisque c'est une valeur, pour reprendre ta formulation. Ça peut être simplement que soit tu te racontes l'histoire que la valeur liberté est forte pour toi, parce qu'on peut se faire du bullshit aussi quand même, tout le monde le fait, hein, tous les êtres humains, entraîneurs d'excellence, joueurs, dirigeants dans nos univers à nous. Donc c'est soit qu'on se raconte que c'est une valeur première, mais en fait on se rend compte que pas du tout, puisqu'on est toujours dans des cadres, soit elle l'est, et on y met de la conscience et on sort d'un système qui nous en impose trop, en sachant que pour aller dans la valeur liberté, c'est soit devenir entrepreneur, indépendant à son compte. Et quand on arrive face à ça, c'est se départir de l'illusion qu'on ne devra pas rendre de compte à qui que ce soit et qu'on n'aura pas de contraintes et qu'on n'aura pas de cadre, etc. C'est accepter ces idées-là. Et c'est choisir ces cadres et choisir ces univers d'excellence dans lesquels
on se retrouvera le plus. Et si tu veux, sur la valeur liberté, on peut très bien être coach pro dans des endroits contraints par des règlements, par des rendez-vous, par des dirigeants qu'on ne veut pas nécessairement, parfois, si on se parle vrai, des joueurs qu'on ne voudrait pas, on arrive, le joueur est encore sous contrat, etc. Mais c'est comment j'arrive à me créer aussi des moments de valeur dans un cadre et comment j'arrive à trouver de la plasticité à l'intérieur d'un cadre qui serait institutionnel. Donc, ouais, je le verrai comme ça en tout cas. Ça me va. Cool. Je reviens sur Simon Sinek. Du coup, il nous parle du pourquoi, du comment et du quoi. Ce sont des mots éminemment simples et c'est pour ça que c'est efficace. Je crois vraiment à la simplicité. Et en fait, je voudrais qu'on visite ça et qu'à chaque fois, vous fassiez le lien avec comment ce truc-là, ça se passe pour moi dans ma pratique professionnelle actuelle. On y va donc. Le quoi, c'est le sommet de la montagne. Si je prends l'exemple, et je vais prendre l'exemple sur les slides à venir, d'un alpiniste, d'un féru de montagne qui adore aller dans les plus hauts sommets, tout comme vous adorez aller vers votre plus haut sommet. Le quoi, c'est le sommet de la montagne. Ce qui est important de noter par rapport à ça, c'est que c'est les résultats qu'on vise. Je veux entraîner à tel niveau, former tel type de joueur ou de joueuse, gagner ce type de championnat, etc. Okay ? Regardez en bas à gauche de la slide. Pour l'individu, c'est-à-dire pour une personne en solo, ce sont les actions et les tâches qu'elle effectue, cette personne, ce quoi. Et pour l'organisation, c'est-à-dire si vous êtes dans un comité départemental, une régionale, un club professionnel, un club tout court, c'est quels sont, et j'ai laissé ça exprès marqué, les produits vendus ou les services proposés, parce que vous l'avez compris à travers le premier live d'il y a 15 jours, de la semaine dernière, je veux qu'on regarde ça, qu'on regarde votre activité comme une activité entrepreneuriale. Votre organisation, un club professionnel de basket, il est là pour vendre de la prestation, du spectacle, des gens qui viennent, des partenaires qui s'associent, etc. Il n'est pas là juste pour s'agiter autour d'une balle orange. Et donc, le quoi, pour lui, ça va être, certes, avoir des résultats les plus élevés, avoir de l'audience, avoir des partenaires qui suivent, faire l'émulation autour de lui, etc. OK sur le quoi? C'est OK pour vous? OK. On y va maintenant sur le comment. Nos alpinistes, là, comment ils font pour grimper? Typiquement, ça va être le piolet, les crampons, la technique, les outils, les cordes, les sacs à dos, le matériel qui permet de gérer le froid, etc. Pour l'individu, pour vous, le coach, c'est quelles sont les méthodes que j'utilise pour accomplir mes objectifs. Ça peut être quelle formation je suis, comme vous êtes en train de le faire là. Quelles sont les sources d'inspiration que je trouve, les mentors, les cliniques auxquelles j'assiste, le travail que je fais sur moi pour essayer justement d'être dans l'innovation. Fred parlait tout à l'heure de l'innovation, les nouvelles façons d'apporter des choses qui soient, et on l'a vu ça la semaine dernière, ludiques pour éviter justement la perte d'intérêt à l'entraînement. Et pour une organisation, c'est-à-dire un club, une équipe, une structure, et je l'ai laissé encore en mode entrepreneurial, quels sont les procédés de travail qui me distinguent de la concurrence. Je ne veux pas faire une fixette sur le club de Monaco et son ex et ou futur coach, mais il y a des procédés de travail particuliers qui certes distinguent de la concurrence, mais qui vont être de nature à attirer une typologie de joueurs et à faire repartir une autre typologie de joueurs. Est-ce que vous voyez ce que ça peut signifier, ce comment, à votre niveau individuel de coach et au niveau de votre équipe, votre structure, votre club? Est-ce que ça vous parle, ce comment? Parce que l'enjeu, encore une fois, pour vous, entraîneur, c'est d'arriver à vous distinguer des autres. Sinon, pourquoi vous recruterait-on? Vous plutôt qu'un autre. Vous voyez ce que ça peut être? Point d'interrogation? Non, si je peux intervenir, je pense très très clairement, c'est un peu le chemin qu'on prend pour aller vers un objectif. Et on peut tous prendre le chemin qu'on veut, on n'est pas obligé de prendre tous le même. Et puis avec ses propres outils à soi. Et quand tu parles de procédé de travail, bon, il y a certains qui prennent le management participatif, d'autres peut-être comme Metroid qui ne sont pas tout à fait de la même façon, mais bon, ça c'est voilà. Mais oui, pour moi, c'est le chemin, quoi. C'est vraiment quelle voie est-ce qu'on prend pour arriver au même résultat parfois, d'ailleurs. Ah, mais absolument. Par contre, avec un autre chemin. Et un chemin qui reconnectera à la passion, à la vision qu'on a du jeu,
au fait qu'on va attirer tel type de joueurs qui vont nous correspondre, qui eux vont se retrouver dans ce chemin, et d'autres vont se retrouver dans les chemins des autres coachs, mais peu importe, plus on se distingue, plus on crée notre identité, et plus… C'est vraiment le principe d'être positivement clivant. Si vous êtes juste un entraîneur, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant dans le fait d'être clivant, c'est que vous allez attirer très fort à vous, pour votre identité, pour votre chemin, pour votre façon de faire, des gens, et que vous allez en rejeter d'autres qui ne veulent surtout pas de ça. Et c'est parfait. Par contre, si on ne sait pas trop vous définir, c'est une vraie question identitaire. Du coup, ça risque d'être compliqué pour que vous soyez une référence, ce que je souhaite pour vous. Allons voir maintenant cette question du pourquoi, puisqu'on est dans ce premier bloc qui tourne autour du pourquoi. C'est ça le pourquoi de ceux qui veulent aller tout en haut d'une montagne. Parce que la vraie question, c'est ceux qui veulent aller en haut de l'Everest et qui risquent leur vie potentiellement pour le faire. Ce n'est pas juste pour planter un drapeau et dire « je l'ai fait » en réalité. C'est pour aller éprouver leur dépassement de soi, leur capacité à rêver grand, à se dire « est-ce que j'ai optimisé tout ce que je peux dans cette vie avec qui je suis, etc. » et à s'éprouver face au risque. Vous êtes d'accord avec cette vision-là? Si c'est juste monter une montagne, ouais, bof. Si c'est juste gagner un championnat, je pense qu'on va vite y perdre de l'intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Faites-moi des feedbacks. Je rappelle qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Are you with me? C'est que ça réfléchit beaucoup là, en même temps, c'est pour ça. Tu as raison, Romain. Je vais vous laisser réfléchir en continuant à dire des choses là-dessus. Pour l'individu, pour vous, c'est votre vision personnelle. Ce sont les causes que vous défendez, qui vous sont importantes. Ce sont les croyances, on y revient, dont on parlait tout à l'heure. Ce sont les valeurs dont on va parler plus longuement tout à l'heure. Ce sont les talents qui sont les vôtres. Ce sont ces sujets-là. Et encore une fois, je ne voudrais pas prôner à l'excès la compétitivité, le but ultime ou autre dans notre vision personnelle. Chacun sa vision personnelle. Par contre, c'est bien d'être en phase avec celle-ci. Pour une organisation, votre club, par exemple, c'est sa mission, son identité et sa raison d'être. Et je fais exprès de mettre derrière, au-delà de l'argent, alors que la semaine dernière, j'ai bien mis les deux pieds dans le plat là-dessus. Je suis très à l'aise avec ce sujet-là. Il se trouve que dans le basket, notamment, l'argent pour un club ne peut pas être une finalité en l'état actuel des choses. En Euroleague, ça peut le devenir pour les grands clubs d'Euroleague. En NBA, ça l'est de façon déterminée. Mais même pour ces structures-là, l'argent ne peut pas être la finalité. Vous allez voir où je vais en venir derrière. Si on revient à nos amis d'Apple, leur quoi? C'était vendre ces produits-là. OK? Est-ce que ça, c'était suffisamment distinctif pour devenir l'empire que c'est devenu? Clairement pas, il fallait se distinguer. Donc, tu as besoin de la singularité du produit ou de la singularité de la personne dans le cas échéant. Exactement. Parce que pour le coup, des ordis, des portables, des tablettes, etc., les autres en font. Moi, je suis Mac, Apple addict, sauf que, et je le suis bien, alors que je sais qu'à l'heure actuelle, notamment pour ce qui est des iPhones, les Samsung sont de meilleure qualité. C'est établi de partout. Donc, le quoi n'est pas suffisant. Le comment? À l'origine, pour les gens d'Apple, c'était offrir des produits au beau design et facile d'utilisation, avec un truc incroyable pour l'époque, qui était un smartphone, un téléphone qui se pilote avec un bouton unique, un seul bouton. C'était une révolution de l'époque. Quoi, un bouton? Mais ce n'est pas possible. Et donc, beau design, facilité d'utilisation. Et là, on commençait déjà à se distinguer un peu des autres. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est quel était donc le pourquoi des deux Steve? L'envie de se démarquer, de marquer un petit peu peut-être l'histoire au-delà de la technologie en proposant des choses qui resteraient aggravées dans l'histoire en fait d'une filière comme la téléphonie quoi, et l'informatique. Je dirais well done, Mathieu.
Ah, yes! Il y a du Steve Jobs en toi. Parce qu'en effet, Un beau garage. voilà, c'est ça. Il te reste à sortir du garage. Tu es en train de le faire. Dans leur pourquoi, c'était clairement ce que tu as dit. Et ça, c'était laisser une trace dans l'univers. On est dans les penseurs qui font avancer l'humanité en remettant toujours en question le statu quo. Rien à voir avec des ordinateurs ou des smartphones. Rien à voir. Et alors, je sais qu'on pourrait dire, en bon français qu'on est, ouais, ok, des espèces de grandes phrases à l'américaine, etc. Critiquons si on veut. Il n'empêche que c'était réellement leur pourquoi et que c'est réellement ce qui a permis de faire la différence à travers ce qu'ils incarnaient. Je pense qu'on a tous à l'esprit l'histoire d'Apple. Steve Jobs commence à lancer, la boîte, elle commence à monter, monter, monter. À un moment donné, certains de ses actionnaires commencent à se dire, bon, c'est bon, il nous casse un peu les pieds, lui, quand même, avec sa forte personnalité, ça fera écho un peu au coach, on le vire. OK, on le vire. La boîte commence par descendre, descendre. Au purée, on est à la ramasse. Heureusement, on a quand même l'intelligence d'aller le rechercher. On va le rechercher, ça redémarre, ça redémarre, ça redémarre. Malheureusement, il décède, ça plafonne, et la suite, on va voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il incarnait véritablement ce qu'il y a là. Tout comme vous, les entraîneurs, vous incarnez un pourquoi fort qui attirera à vous des personnes qui auront envie de travailler avec vous. Et on va voir du côté de Facebook et de Mark Zuckerberg. Quel était son pourquoi? L'origine de Facebook, c'est quoi? L'origine de la création du réseau social? Une moquerie, non? C'est pas un truc. Redis, Alex. C'est pas une moquerie sur un réseau créé justement Non. à propos d'une fille, ne sais pas ça du tout, non? Ah, il y a un truc avec une fille, effectivement, ce qui est un pourquoi très fort. Le truc, c'était ils étaient en soirée sur leur campus à l'université. Ils ont repéré une minette qui était super jolie, super sympa, qu'ils appréciaient. Et ils avaient envie de la recontacter pour sympathiser avec elle. Sauf que, qui est-elle et où est-ce qu'on peut la retrouver? Oh là là, il faut qu'on crée un Facebook, un livre de visage quand même, avec les coordonnées des uns des autres. Comme ça, on peut se retrouver, c'est pratique. Ils ont créé ça à l'échelle de leur campus. Et maintenant, quel est le pourquoi? Maintenant, c'est plus pour dragouiller les minettes. C'est pourquoi. Quel est le pourquoi de Facebook à l'heure actuelle, qui est bien plus grand que ça, fort heureusement? Pour les voyeurs. Ça, c'est ta version critique du sujet. Là, je te parle de la version de Zuckerberg de maintenant, ou de ceux qui drivent ce réseau social. Mais tu peux te moquer, hein, vas-y, vas-y. C'est quoi leur pourquoi maintenant? C'est un modèle économique. Et alors, regarde bien. Non, ce n'est pas un modèle économique parce que c'est au-delà de l'argent. Leur pourquoi, c'est pas grave. Leur pourquoi est tellement fort, et sachez que plus un pourquoi sera fort, plus il fera gagner d'argent à quelqu'un. Mais si le pourquoi est l'argent, ça ne peut pas réussir. Mais c'est parce que leur pourquoi est puissant qu'ils deviennent milliardaires avec. Le partage des informations. Pourquoi? C'est l'information, pourquoi? Pardon. Ouais, partager l'info, mais plus clairement, en fait, c'est connecter les gens. Pourquoi c'est connecter les gens où qu'ils soient sur la planète? Je suis sûr que nous tous ici, il y a des gens avec qui on est en relation par les réseaux sociaux, Facebook ou les autres. Moi, il y a des gens avec qui je suis en relation, des gens que je n'ai pas vus depuis plus de 10 ans, 15 ans. Je suis toujours en relation avec ces gens-là, en s'appuyant sur les souvenirs passés, etc., en partageant, suivant l'actualité des uns des autres. Ça nous connecte, quoi qu'on en dise. Après, ce qu'on en fait, hein, si je poste le plat que j'ai mangé, les trucs, etc., et le voyeurisme de ceux qui viennent regarder, machin, c'est autre chose. L'envie et l'enjeu des fondateurs, c'est de connecter les gens. Et comme c'était le cas de les connecter à l'époque sur le campus au tout démarrage. Et c'est parce qu'ils ont cette vision et cette volonté de connecter les gens. Je vais plus loin. Moi, je me sers de Facebook pour connecter avec ma communauté, pour connecter avec des prospects, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais pour faire ça? Quand j'ai fait mon sommet Leader Time pendant la pandémie, j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros de publicité pour que les gens sachent que je fais ça et pour me connecter à eux. C'est ça qui fait que, en fait, ils vont gagner de l'argent par répercussion derrière. Mais c'est vraiment la question de la connexion qui est fondamentale. Et en fait, pour ce qui est d'Apple, les gens n'ont pas acheté ces produits-là pour les produits, mais parce qu'ils se sont identifiés à la marque, à leur fondateur et à ce qu'ils incarnent. Et ce que je voudrais vraiment que vous fassiez à partir de maintenant, c'est que vous travaillez, vous les entraîneurs, quel que soit votre niveau d'exercice actuel, sur votre branding perso et sur votre marque perso. On voit dans le secteur professionnel, on voit
parce qu'il y a aussi des gens là qui sont dans des comités départementaux, qui sont CTF là parmi nous aujourd'hui, des gens qui à un moment donné sont dans le système et qui à un moment donné en sortent. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on peut très vite être oublié par le système. On connaît tous des coachs qui ont été des coachs emblématiques à très haut niveau et qui sont au chômage. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Ok. Qu'est-ce que ces gens-là gagneraient à faire, et on ne leur jette pas la pierre, qu'est-ce qu'on gagne tous à faire pour le jour où ça arrive, parce que ça peut arriver à tous. Je me suis moi-même sorti du système fédéral pendant un bout de temps. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? C'est le faire savoir. Eh oui, absolument. C'est bien le faire savoir. Or, vous êtes des champions du faire et du savoir-faire et du savoir-être. Moi, je travaille beaucoup sur le savoir-être avec vous dans ce programme. Mais sur le faire savoir, oh ben non. Oh ben non quand même. Ce qui est la pire erreur qui soit. Et je voudrais vraiment que vous mettiez de la valeur là-dessus pour faire savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Comment est-ce qu'on développe le faire savoir quand on est à l'heure actuelle activité comme vous êtes, tout comme quand on ne l'est plus après derrière? En faisant quoi justement? Quel est le meilleur moyen de développer votre marque, votre branding, que les gens continuent à dire, purée, mais lui, c'est vraiment un entraîneur d'exception, c'est vraiment un super entraîneur, j'adore ce qu'il ou elle propose, il y a une vision derrière, c'est construit. C'est quoi le seul moyen? La connexion avec les autres. Ouais, et c'est partager et donner. Ouais. Avoir une vision et faire savoir, pour prendre ce qu'Alex dit, et partager et donner et communiquer et se montrer et être généreux, etc. Il n'y a pas 36 solutions. En étant bien axé sur un socle identitaire. Quelle est mon identité d'entraîneur? Qu'est-ce que je défends? Quelles sont mes valeurs d'entraîneur? Je ne parle pas des valeurs qu'on va voir derrière. Et de communiquer dessus, pour devenir la référence sur ces sujets-là. Vous voyez ça? Moi, je ne vais pas trop prendre la parole, mais moi, ça me choque parfois, justement, quand je trouve que les entraîneurs, qui, pour moi, justement, sont très forts dans le faire savoir, mais qui sont trop dans le fake. Et quand on est spécialiste, on voit très bien de qui est-ce qu'on veut parler. Et moi, je ne surtout pas, enfin, c'est pas du tout dans mes valeurs de faire comme ça. J'adore, merci de ton intervention, parce que en fait, c'est comme d'habitude, en fait. À chaque fois que quelqu'un a peu de risque de tomber dans un écueil, il a peur de tomber dans cet écueil-là. Tu illustres ça magnifiquement. Ah, j'ai peur d'être fake. Ok, il n'y a aucun risque qu'un mec comme toi soit fake, mais tu as peur de l'être, tu vois. Alors que ceux auxquels tu penses ne se posent pas la question pour le coup. Ils ont une grande confiance en eux, c'est sûr. C'est ça. Et la question de l'ego dont on a parlé la semaine dernière qui revient. Et en fait, tu es en train d'aborder un sujet fondamental qui est celui du charisme. On l'avait évoqué? Non, on ne l'avait pas évoqué le charisme la semaine dernière. Non. Le charisme, en fait, c'est quoi? Comment vous me définiriez ça? L'attractivité qu'on peut avoir quand on présente des choses, quoi. Oui, sauf que ça, c'est 50% du boulot du charisme. Mais on croit que c'est ça le charisme. On croit que ça n'est que ça. C'est 50%, c'est pas autre chose. C'est pas faux, mais c'est pas que ça. C'est quoi d'autre le charisme? Une sorte de confiance aussi. Ouais, ça rentre dedans. Il y a deux étapes. Pour moi, les gens charismatiques sont les gens qui ont une forte capacité à créer du contact, ça c'est sûr, et ensuite à le pérenniser dans le temps. En gros, ça nous est certainement déjà arrivé, on est dans un endroit, avec peut-être un clinique d'entraîneur ou dans un autre univers, dans un cocktail, où on voit quelqu'un qui arrive, alors en mode le costume qui va bien, la petite dent qui brille quand il entre dans la salle, les 2-3 paroles de surface qui vont bien, tu sais, les fakes dont on parlait à l'instant. Et puis en grattant un peu justement, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière. On l'a vu ça, vous l'avez vécu déjà? Oui ou non? Oui. Ok. C'est pas du charisme. C'est pas du charisme. Pour moi, la personne charismatique, elle est d'abord capable de créer du contact avec l'autre et ensuite à le pérenniser dans le temps parce qu'il y a du fond. Et le faire savoir qu'évoquait Alex à l'instant, pour moi, c'est bien être sur cette dualité du charisme. Ça passe par quoi? Ça passe par le fait, en effet, de créer de la sérénité et de la confiance chez les autres. Et comment est-ce qu'on peut créer de la confiance et de la sérénité chez les autres?
Non. Comment? En séduisant les autres? Ouais, mais qui peut réellement et durablement séduire les autres? Tu as raison, Ahmed, mais qui peut réellement et durablement séduire les autres? On peut le faire, si tu veux, quand on a un cap, une vision, des principes, des missions, des valeurs. C'est ça qui le fera. Et en fait, pour moi, un des éléments du charisme, c'est cette capacité à développer la confiance chez l'autre parce que j'ai confiance en moi et que je sais qui je suis. Et donc, dans je sais qui je suis, il y a je sais mes forces et je connais mes zones de vulnérabilité. Et comme je suis à l'aise avec ça, je serai capable de créer de la confiance chez les autres. Ça vous parle? Mm. Il y a donc ça, j'ai confiance en moi et je me connais finement, donc je vais créer la confiance chez les autres. Il y a la capacité à créer une proximité avec l'autre. Autrement dit, il émane de moi une forme de simplicité. Proximité, simplicité, pour moi, ce sont des éléments fondamentaux du charisme ou du faire savoir qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a aussi, euh, le maniement de l'humour. C'est un truc qu'on ne dit pas trop dans les trucs d'entraîneur ou de leadership. Quel est l'humour, le meilleur humour des leaders et des gens charismatiques? La dérision sur soi-même. Exactement, l'autodérision. 100% de réussite en termes de leadership quand on est dans l'autodérision. Moi, j'ai une question, Nicolas. Ouais, vas-y Ahmed. Alors, tu vois, j'apprends des choses par rapport au fait d'apprendre qui on appelle, par exemple, une personne charismatique. Ouais. Alors, je me réfère, par exemple, au coach pro ou pas, d'ailleurs, mais plus au coach pro. Et c'est vrai que parfois, sans citer de nom, évidemment, mais on parle de gens, enfin, d'entraîneurs charismatiques et qui finalement n'ont pas du tout ces traits de caractère-là. C'est-à-dire l'autodérision, voilà, je pense à une personne qui n'en avait pas du tout et pourtant c'était quelqu'un qui avait tout le monde disait ah, c'est quelqu'un de charismatique, il en impose comme on dit, etc. Donc c'est assez intéressant, mais Tu penses à un de tes anciens coachs? cette définition-là du charisme. Non, certainement que tout le monde n'a pas cette définition. Pour être très clair, moi je propose et vous disposez. Donc tout le monde n'a pas cette définition-là. C'est ma vision du charisme et on a le droit de la voir différemment. Le truc, c'est pour moi, c'est proximité dans physique, vocabulaire, posture. Ensuite, c'est apparence agréable. Ensuite, c'est une considération positive de la part du public. Ensuite, c'est je donne confiance car j'ai confiance et je suis capable d'être dans l'autodérision. Maintenant, si tu veux, c'est différents types de briques que je propose dans le charisme. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir toutes celles-ci pour être charismatique. Oui, bien sûr, d'accord. Si tu parles d'un entraîneur auquel je pense qu'il n'était pas dans l'autodérision du tout. Il avait pour autant une forme de charisme, mais je pense qu'il pouvait quand même matcher avec certains des autres aspects. Confiance en lui, forme de proximité. Ce qui est intéressant là-dessus, sur le savoir-être, c'est moi, ma vision, c'est on ne peut pas mettre tout dans des cases. Par contre, c'est d'essayer de trouver des grandes racines, des sujets pairs ou mères, des espèces de blocs dans lesquels on va retrouver des généralités. Et après, il y a plein de façons de l'incarner en fonction de nos personnalités aussi. Et il y a nos façons de considérer les gens charismatiques. Le regretté camarade Fred Forté, regretté vraiment, il trouvait Bojan Maljković très charismatique. Et j'en reviens sur ces exemples-là, un coach de l'Est. Certaines personnes vont le trouver charismatique et d'autres pas. J'en prends un au pif. Laurent, tu voulais prendre la parole, tu vas la prendre. Il y a forcément des gens qui vont te trouver charismatique et d'autres pas. Maintenant, c'est quel type de charisme vous voulez incarner en fonction de votre personnalité. Moi, je voulais juste parler de… Toi, Ahmed, excuse-moi, Laurent. Je voulais juste finir pour Ahmed. Je t'ai dit, je te donne la parole et puis je te la reprends. Excuse-moi. Tu vois, Ahmed, tu ne pourras pas développer le charisme de l'entraîneur auquel tu penses. Par contre, c'est trouver ton charisme à toi. Oui, bien sûr, j'entends bien. Non, évidemment. Lolo, vas-y. Ça revient juste sur l'idée que j'ai d'être authentique. Parce qu'au moins, c'est quelque chose qu'on va dégager sans effort et qui va durer. Donc après, ça plaît ou ça ne plaît pas ce qu'on est. Mais au moins, c'est nous. Il n'y a pas… Enfin, si, il faut toujours peut-être un peu travailler sur soi pour se développer, mais pas forcément aller à l'encontre parce qu'on a une représentation d'un coach charismatique qui en fait d'état et puis on n'en fait pas forcément d'état. Voilà.
Et puis, Pour moi, c'est le plus si vous important. avez, si tu me fais penser à ça, si vous avez Ahmed, Laurent ou n'importe qui, je vous demande, sans le citer, de penser à un coach ou une coach charismatique à vos yeux. Sans le citer. Vous visualisez la personne? Ouais. OK. Maintenant, je vous demande sur une feuille pour vous, là, de noter 3 qualités que vous trouvez à cette personne. Allez-y. Faites cet exercice. J'ai travaillé. Maintenant, une fois que vous avez noté ces 3 qualités, je voudrais que vous vous mettiez une note sur 10 à vous, aux côtés de ces qualités. Par exemple, Laurent, donne-moi une des qualités que tu as marquées. Caractère, Caractère. Mets-toi une note sur 10 sur ce trait-là. c'est fait. OK. Faites-le les uns les autres. Sur les 3 qualités en question. Et maintenant, une fois que vous avez fait ça, la question que je vous pose, c'est est-ce que, vous avez vu, on est sorti de la personne charismatique, on parle des qualités de quelqu'un d'inspirant, charismatique à vos yeux. Est-ce que du coup, ces qualités-là sont des qualités où vous estimez que vous êtes en défaut, ou pour le dire positivement, où vous pouvez progresser? Oui. OK. OK. Ça le fait globalement? Ce n'est pas forcément toujours le cas, hein, mais globalement, ça le fait? Ça match bien. Oui. Ouais. Est-ce que vous voyez que c'est des endroits où vous pouvez progresser et où vous avez envie de progresser? Est-ce que c'est pas lié au fait que finalement, comme on est capable de déceler ces forces-là, justement, on est aussi capable de s'identifier parce qu'elles nous parlent. Est-ce que c'est parce qu'on donne aussi un sens à ces choses-là qu'on y arrive, justement? Si, c'est parce qu'on ressent, c'est souvent parce qu'on ressent que c'est des trucs inspirants pour nous et dans lesquels on pourrait progresser. Pas toujours, hein, mais c'est souvent le cas. Est-ce que c'est pas souvent, enfin, Vas-y, vas-y. c'est une digression, mais Non, non. ce qui peut induire en erreur, tu sais, sur les rapports évaluateur-évalué, est-ce que finalement tu ne vas pas te tromper dans ton évaluation ou réussir des choses parce que justement, tu vas avoir ton prisme personnel dans l'évaluation qui peut conduire soit à des bonnes appréciations, soit à l'inverse, à des erreurs parce que c'est ton jugement qui est biaisé par ta propre perception des choses. Je ne sais Alors pas ça, si je suis clair. si, forcément, dans le rapport évaluateur-évalué, il faut se sortir de son prisme, de sa personnalité, de ce qui est présent chez nous pour rester focus que sur celui qu'on évalue et une trame, une grille, un repère, un référentiel, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler sur quelque chose qui nous inspire et qui nous anime. Et pour moi, Romain, c'est moins gênant qu'il puisse y avoir des biais. Et c'est même pas c'est moins gênant, c'est même évident qu'il y en a. D'accord. Parce que la plupart du temps, cette personne charismatique que vous avez trouvée, c'est quelqu'un vers qui vous voulez aller, dans la représentation symbolique de qui vous êtes. Ça fait quelques fois que je vous parle de Tony Robbins. Je sais pourquoi il y a des trucs qui m'inspirent chez lui, que je trouve que je n'ai pas à sa hauteur, ça, il n'y a pas de doute, et vers lesquels j'ai envie d'aller. Une espèce de puissance, une espèce de rayonnement, une espèce de plein d'autres trucs plus spirituels. Et donc, il y a nécessairement un biais, mais du coup, c'est chouette, ça nous donne des repères de factualisation de ce vers quoi on veut aller. Et du coup, quand vous pensez à… Là, on vient de le faire en mode mini-exercice. Quand vous croisez quelqu'un comme ça, sans y réfléchir, en mode « Waouh, cette personne, elle en jette, ouais, elle m'inspire, ouais, elle est charismatique », essayez de refaire ce travail-là parce que c'est autant d'indicateurs que ça vous donne de progrès sur vous. Et ça serait juste bête de passer juste en mode « Waouh, cette personne, j'adore » et fin de l'histoire. Vous voyez le truc? Ouais. Ok. Ouais, c'est une personne qui représente beaucoup d'inspiration, voire même d'aspiration à Ouais. ce sur quoi on voudrait tendre, peut-être. Ouais. Des fois qu'on est ce cheminement de découverte de soi-même. Est-ce que ça arrive des fois qu'en mettant justement le nom de cette personne-là qui nous semble charismatique, quel que soit le domaine, hein, Mhm. on puisse y voir sur les 3 qualités identifiées, je ne sais pas jusqu'à combien de qualités on peut aller, mais on puisse y voir aussi des choses qui correspondent un peu à ce qu'on croit avoir chez soi. Oui, ça peut être les deux.
j'ai un de mes coachs là, qui est en Belgique. Il me faisait faire un exercice il y a 3 semaines de ça. Et il me disait, donne-moi des noms d'entrepreneurs qui t'inspirent. Et en fait, je lui ai donné 2 noms, dont l'un n'est pas entrepreneur, donc c'était rigolo. Je lui ai dit, moi, il y a Nikos Aliagas qui m'inspire. Et en fait, il est entrepreneur, in a way. Et j'ai dit Marc Simoncini par ailleurs. Il me dit, OK, explique-moi pourquoi. Et le truc, c'est d'aller voir pourquoi. Et tu vas voir, Mathieu, le lien là. Nikos Aliagas, ce qui m'inspire chez lui, c'est son humanité, sa spiritualité, sa prise de recul, son élégance, tous ces trucs-là. Et en fait, pour parler vrai, à mon niveau, à moi, je sais que j'ai des trucs à lui. Donc, ça m'inspire. Et à côté de ça, Marc Simoncini, vous voyez qui c'est, Simoncini? OK. Et ça comment? Simoncini. C'est un des plus grands entrepreneurs, fondateurs. Il avait fondé Mythic au démarrage. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et il a fondé et cofondé et été dans des investisseurs de multiples startups. Et donc, qu'est-ce qui m'interpelle chez lui? Cet ONIAC, ce sens de l'à-propos, le fait d'aller à l'essentiel, d'être rapide, d'être puissant. C'est sa puissance quelque part qui m'inspire. Et là, pour le coup, je dirais que c'est une valeur que je trouve que je n'ai pas du tout assez. Tu vois le truc? Donc, en fait, ça peut être sur des mixtes. Ah ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, ça serait que là, on ne va pas faire l'exercice en entier, mais je voudrais que vous réfléchissiez à des personnalités hors basket qui vous inspirent. Moi, typiquement, un troisième qui m'inspire énormément, c'est Will Smith. Et là, je voudrais que vous réfléchissiez à des personnalités hors basket qui vous inspirent. Et que vous les notiez sur votre feuille. Parce qu'aux États-Unis, on est vraiment sur cette culture du mentoring et des personnalités qui peuvent nous aider à avancer. Et en France, force est de le constater, un peu moins. Donc, je ne dis pas que les États-Unis font tout mieux que nous, mais il y a forcément des bonnes sources d'inspiration. Quand tu parles de mentoring, quand tu suis un mentor, les gars, ils sont rémunérés pour ça, j'imagine. Ou ils le font parce qu'il y a une vocation chez eux et très bonne question. Quand tu es en mode dans une entreprise et ou dans un club, ce n'est pas rémunéré, c'est intrinsèque, c'est intuitif. Je pense que toi, Laurent, tu as été mentoré plusieurs fois de ton histoire que je connais, en fait, par différents coachs qui t'ont un peu pris sous leur aile, auprès desquels tu as appris, mais tu as porté en même temps, etc. Donc, en mode en entreprise et dans les clubs, c'est une façon assez classique que de démarrer assistant, que d'observer, entraîneur de jeunes d'abord, et d'y aller et d'apprendre. Et après, plus en mode leadership et mindset, là, c'est typiquement des accompagnements rémunérés. Moi, mon mentor qui m'accompagne personnellement, c'est Martin Latulipe, qui est au Canada, qui est le meilleur sur tout ce qui est web marketing, développement personnel, leadership en francophonie. Et je te confirme que c'est rémunéré. Il le vaut. C'est ça. Oui, il le vaut. Il le vaut, mais c'est en dollars canadiens, donc ça va. C'est mieux que les euros. Vous avez trouvé vos entrepreneurs et ou vos personnalités hors basket qui vous inspirent? Et le travail, pas nécessairement là. Ça sera de réfléchir pareil. Quelles sont les qualités que je trouve derrière? Vous avez vu l'exemple pour moi, Aliagas, Simoncini. Vous verrez les trucs où vous dites, ouais, mais ça, j'ai ça en moi, c'est pour ça que ça m'inspire. Et les trucs, ouais, mais ça me fait défaut et c'est pour ça que ça m'inspire. Et c'est hyper important. On ne peut pas durer dans les carrières d'entraîneur, je n'y crois pas, si on ne fait pas ce travail sur soi régulier, qui est un travail éminemment identitaire. Jimmy, est-ce que tu es là? Tu as coupé ta caméra, c'est pas grave, mais est-ce que tu es là? Tu as le droit de ne pas être là, hein, c'est pas grave. C'est juste que je voulais te poser une question. Normalement, il doit être là. Hein. Moi, je note. Hein. Là, je pense qu'il est allé dans la salle de muscu faire des trucs. Ok. Moi, si je peux me permettre. Vas-y, Élise. Vas-y, Élise, bien sûr. Bonjour à tous. En fait, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, dans le sens où j'ai une approche différente, un peu comme Ahmed, je pense, aussi, ou d'autres. C'est qu'en tant que joueuse et en futur entraîneur, quand on est joueuse et qu'on est recruté, on se pose toujours la question de est-ce que le coach me correspond? Et je pense que le niveau du charisme, il est hyper important sur ça, parce que les premiers contacts sont souvent au téléphone ou on s'est joué l'un contre l'autre ou des choses comme ça. Et pour moi, je trouve que la posture
de l'entraîneur dans toutes ces recherches est hyper important en fait. C'est quelque chose qui accroche. En fait, soit on n'accroche pas. Et je pense que c'est vraiment une question sur laquelle je réfléchis parce que le charisme postural ou dans le caractère, on l'a ou on l'a pas. On peut développer, mais de base, on a quand même quelque chose, je pense. Sinon, à un moment, ça se stoppe. Enfin, voilà, toute mon interrogation actuelle sur ça. Tu envoies plein de super sujets et je te renvoie la question, es-tu charismatique? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Ah, mais les autres, je m'en fous. Es-tu charismatique? Merci. À mon échelle de valeur, oui. Ok, pourquoi tu as besoin de mettre à mon échelle de valeur, blablabla? Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, je sais, mais enlève la pudeur. Si tu veux monter sur ton leadership, enlève la pudeur. On est là pour travailler sur nous en tant qu'entraîneur et notre leadership. Est-ce que tu es charismatique? Oui. Je vous demande tous, êtes-vous charismatique? Ouais, parce qu'il n'y a pas que Élise. Ah bah oui, moi je suis grave charismatique. En plus d'être un peu pénible, tu veux dire oui, moi je le suis totalement. Je suis carrément humble quand je le dis. Notre capacité à dire qu'on est charismatique est une preuve de leadership. Sauf qu'on est en France et qu'on confond ça avec la grosse tête. Avoir du charisme, je te rappelle, c'est capacité à créer du contact et à emmener les gens durablement. Si on ne sait pas faire ça, on ne peut pas être entraîneur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, autorise-toi à l'être. Ensuite, dans tous les trucs super intéressants que tu as dit. Alors, on l'a ou on ne l'a pas, bullshit. Moi, je suis convaincu que je ne l'avais pas ou très peu et que j'ai travaillé dessus et que je continuerai à le faire de plus en plus et que je progresserai jusqu'à mon dernier souffle là-dessus, je te le dis. Et je pense que je partais de bas, donc ça, c'est posé. Ensuite, sur ce que tu dis c'est intéressant parce que, tu vois, en tant que joueuse, un coach, est-ce qu'il est fait pour moi ou pas? J'ai discuté avec Marco Pelin, Ahmed, la semaine dernière. On s'est vu au Hoops Factory, là, le magnifique Hoops Factory qui vient d'ouvrir à Orléans, et on discutait. Et il avait un peu cet échange-là. Il me disait, tu vois, moi, il y a des coachs avec qui ça va ou ça ne va pas. Et là, on discutait, il vient de signer à Saint-Vallier, en National 1, où le coach, c'est Philippe Lamiste, qui est mon témoin de mariage. Et je lui ai dit, je pense que c'est vraiment quelqu'un de bien pour toi. Tu es parti pour faire ta dernière année ou quasi. Et travaille-le vraiment avec Philippe en mode mentoring, justement. Je lui disais, comment tu peux lui poser des questions, apprendre, développer, construire ton futur truc de coach et tout. Il me disait, ouais, je pense qu'avec lui, je peux, mais il y en a avec qui je ne pouvais pas avant, etc., etc. Et du coup, ça renvoie, tu vois, Élise, à ce que je disais tout à l'heure. En tant que coach, je me remets du côté coach cette fois-ci, je trouve ça très bien qu'il y ait des coachs qui suscitent du rejet. Parce qu'à côté de ça, ils vont en attirer d'autres. Et ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que là, tu es dans ta construction d'actuel et futur coach et sur ta fin de carrière de joueuse. N'aie pas peur d'être clivante. Affirme qui tu es, montre qui tu es. Il y a des gens qui vont apprécier ce que d'autres vont détester en toi. Et en fait, tu n'as pas besoin d'attirer tout le monde. Tu as des coachs qu'on va étiqueter plus, qui prennent les jeunes. Tu as des coachs, c'est plus tel type de profil. Tu as des coachs, c'est comme ça. Au moins, c'est posé, on le sait. Ça permet de gagner du temps à tout le monde et de minimiser les erreurs de casting. Ça. Tu vois le truc? Ouais. Ok. Je veux juste revenir sur ça quelques instants pour finir ce sujet-là. Hop. Le quoi, tout le monde sait ce qu'il fait, peu ou prou. Le comment, c'est une autre histoire. Je prends cet exemple et je l'aime beaucoup, donc je peux parler de lui et je ne le rabaisse pas en disant ça. Quand j'étais à la Fédé, que je m'occupais de la reconversion des joueuses et des joueurs d'équipe de France, Jimmy, tu étais là à cette période-là, il y avait Jim Bilba dans le groupe, dans un des groupes que j'ai eu. Et je lui ai dit, écoute Jim, on va commencer tranquille. Allez, tu vas nous faire une séance. C'était préparation estivale pour passer les B1, BE2 dans les sessions réservées aux sportifs de haut niveau. Et je lui ai dit, allez, tu vas nous faire une séance sur la pose d'écran sur porteur.
on y va sur ça, fondamental, basique, simple pour toi, etc. Et il était là en mode, et je le dis avec beaucoup d'affection parce que c'est le cas de beaucoup de joueurs qui sont dans la transition vers le métier de coach et qui n'ont pas réfléchi à ça encore jusque-là. C'était un des meilleurs joueurs d'Europe, j'espère que vous en conviendrez, et notamment sur ces types de gestes-là, d'une précision magistrale, sauf qu'il ne savait pas dire comment il faisait ce qu'il faisait. Vous voyez le truc? Ce n'est pas donné à tout le monde, et évidemment qu'il a creusé dessus, qu'il a travaillé, qu'il a fait un super boulot, qu'il a fait son bout de chemin en tant qu'entraîneur. Là, maintenant, il est au service des sports de Cholet, mais tout le monde ne sait pas dire comment on fait ce qu'on fait. Et donc, il y a moins de personnes. Vous voyez, sur la slide avant, on était en mode tout le monde sait ce qu'il fait. Seulement certaines personnes savent comment elles font ce qu'elles font. Et évidemment, très peu de gens peuvent expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font. Très, très, très peu de gens. Et là, on ne peut pas passer autant de temps. Là, je vous donne de mon temps. On ne peut pas passer, vous me donnez de votre temps, mais ensemble, conjointement, on ne peut pas passer autant de temps sur cette question du pourquoi, de l'importance du pourquoi, et juste en rester là. Donc, je vous pose cette question et je vais vous laisser seul pendant 5 minutes répondre à pourquoi faites-vous ce travail? Pourquoi faites-vous ça? Travail sur soi-même ou… Pourquoi faites-vous votre job d'entraîneur? Pourquoi, Élise, tu t'orientes vers ce job-là? Pourquoi faites-vous ce rôle de formateur de jeunes? Pourquoi? Quel est votre pourquoi? En s'inspirant bien de tout ce que j'ai dit avant sur les différents échelons du pourquoi. Et je vous ai proposé, et j'attends pas des trucs grandiloquents. Je vous ai montré ce que c'était pour Steve Jobs, je vous ai montré ce que c'était pour Zuckerberg, peu importe. Regardez dans mon métier à moi. Je sais que c'est un exercice très difficile. Dans mon métier à moi, je fais quoi? Je mentor, je coach, je forme. OK. Le quoi, j'anime des formations en leadership. Le comment, je le fais, je vous le fais classique et rapide. Hein. Le comment, je le fais en m'inspirant des facteurs clés de succès issus du sport de haut niveau. Et le pourquoi, c'est quoi mon pourquoi à moi? C'est que je crois que quand on travaille et quand j'aide les gens que j'accompagne à travailler sur le couplage de leurs pensées, de leurs émotions et à développer une fine connaissance d'eux-mêmes, le monde est sans limite pour eux. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas 2 coachs en France qui peuvent dire ça, dans le sens coach de mon métier. Par contre, des coachs qui font du coaching ou de la formation, il y en a des dizaines de milliers. Et plus mon pourquoi est clair pour moi, plus du coup, je serai différenciant, et pour être très clair, au-dessus des autres dans ma partie, pas meilleur. Au-dessus des autres, donc distingué dans ma partie. Et je veux que vous réfléchissiez à votre pourquoi, donc je me tais pour que vous puissiez le faire. Très, très important. Et j'apprécierais, mais encore une fois, pas d'obligation, que certaines puissent partager en s'enlevant de la tête le « oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je dis, c'est nul, c'est trop grand, c'est trop ceci ». Celles et ceux d'entre vous qui vont proposer, on va pouvoir le tricoter ensemble et regarder ce qu'il en est. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse 5 minutes sur ça.
Et est-ce que quelqu'un veut proposer quelque chose? C'est un vrai exercice de leadership, j'en ai conscience. Ouais, moi je veux bien. Ouais. Ok, vas-y, Fred. Bonjour à tous, déjà. Dans mon cas, c'est plutôt. Alors, Nico, il y a quelqu'un qui peut couper ton micro, on entend derrière quelqu'un qui parle. On est branché sur la fréquence de la police, là, ou... Ah, Romain, si tu n'existais pas, purée, je suis content que tu sois là. C'est bon, Nico? Ah, vas-y, Fred, c'est parti. L'idée, c'est en ce qui me concerne, c'est de permettre aux joueuses que j'ai en formation, que j'ai en devenir, d'être championnes du monde de leur vie. Ok, je te fais mon feedback. Ouais. Ok, un coach dans mon métier à moi, comme dans le tien, ça doit faire deux choses. Ça doit soutenir lorsqu'il y a besoin, que la personne peut être en difficulté, que c'est vraiment chaud, et ça doit challenger lorsque tout va bien. Donc là, tout va bien. Donc je vais te challenger. C'est la longue précaution oratoire. Ok, ton pourquoi là, pour moi, il n'a rien à voir avec toi. Tu parles de tes joueuses. Alors j'aime la fin, mais je voudrais quelque chose qui soit lié à toi. Et alors, là, tout le monde va se dire en même temps que toi, ah mince, ça veut dire que je suis à côté de la plaque, mais j'ai l'habitude, sachez-le. Quelque chose qui anime ton pourquoi et que potentiellement tu pourrais faire indépendamment, attention, je vais loin, du fait d'entraîner des joueuses. Tu vois le truc? Oui, oui, ouais, complètement. Dans un autre cadre, tu veux dire? Ouais. Ok. Mais restons pour l'instant sur les joueuses pour ne pas faire un step trop loin. Mais potentiellement, après, vous voyez, c'est aller plus loin. C'est-à-dire que moi, je veux accompagner les personnes à développer le couplage de leurs pensées, de leurs émotions et creuser davantage et à les aider davantage à faire que la pression n'existe plus. Mais je peux le faire de mille façons. Je peux le faire dans mon métier, je pourrais le faire en tant qu'entraîneur de basket, je pourrais le faire entraîneur de natation, apprendre à nager aux gens qui ne se noient pas à la pression. Tu vois, je veux dire, il y a mille métiers pour ça. C'est pas grave, restons basket malgré tout. Ouais. Ouais, c'est aider à ce que moi j'arrive à construire un petit peu leur parcours. Ouais. Autant dans le rôle d'éducateur que le rôle de conseiller, que dans le rôle d'entraîneur. Donc, ton truc, c'est de faire de l'empowerment et de faire grandir les gens et de les amener à structurer un parcours qui leur correspond. Un truc comme ça. Oui, plutôt. Ouais. OK. Et là, il se trouve que c'est avec des joueuses de basket. C'est ça. OK. Et à optimiser leur plein potentiel. Complètement. Et à se connaître de mieux en mieux et travailler sur leurs points forts. Des trucs comme ça. Exactement. Bravo. Super. OK. Merci d'avoir tenté. Vous voyez que l'exercice est difficile. Qui d'autre nous lance? Ouais, je vais bien tenter, Nico. Vas-y, Yannick. Donc moi, je suis pas dans le haut niveau, je suis avec des jeunes, donc je suis encore dans le basket. Oui. Sur des catégories U13 souvent. C'est des catégories que je souhaite prendre. Voilà. Moi, mon but, en fait, en prenant ces catégories, ces jeunes-là, c'est de transmettre et d'utiliser le basket, en fait, pour les éduquer sur d'autres valeurs, quoi, qui me paraissent importantes, en fait, sur le travail, que ce soit leur confiance aussi, leur donner, éventuellement leur faire passer le goût du collectif, de l'entraide et le goût de l'effort aussi, quoi. Alors, je ne sais pas si ça, c'est voilà, ça c'est ce qui me tient à cœur en fait. Je sais pas si c'est une partie de revanche personnelle sur ma propre vie, quoi, mais c'est ce qui me motive à faire ça aujourd'hui, quoi. Il s'est passé quoi en U13 pour toi? Ah, c'est une catégorie qui, moi, qu'est-ce qui s'est passé en U13 pour moi? C'était pas mal de déclenchement pour moi, quoi. Dans ma vie à travers le basket aussi, quoi. Donc, T'as enchaîné avec le pôle à cette période-là, si je dis pas de bêtises. ouais, derrière, j'ai enchaîné sur le pôle. Derrière, ouais, c'est des choses qui sont. Mais ça va au-delà de. Bon, après, je vais pas me pencher sur mes problèmes perso, on va dire. Mais c'est une période, oui, où le basket a été important pour moi et je sais pas si. Donc, je suis rentré là-dedans, je pense. Parce que voilà, c'est une importance. Mais ouais, je sais pas si j'essaye pas
leur éviter certaines choses. Parfois, je suis passé, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Au-delà des performances, des choses comme ça, bon, ça reste de la compétition, on essaie de faire le mieux possible. Mais voilà, c'est de transmettre des valeurs à travers le basket, en fait. Ok. Et après, c'est bien. Et après, c'est d'aller plus loin sur pourquoi cette question de la transmission des valeurs, elle est importante pour toi. Tu pourrais transmettre des valeurs en tant qu'enseignant, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que manager, en tant que là, il se trouve que c'est entraîneur auprès de U13. C'est de voir. Ouais, il y a eu 13 un peu plus aussi, ouais. Mais c'est vrai que ça. Après, pourquoi enseignant? Après, c'est en fait, je m'aperçois que c'est beaucoup lié à mon parcours, quoi. C'est que l'école, même si ça a été, c'était pas un domaine comment dire, où je me sentais spécialement bien non plus. Mais ouais, j'ai toujours eu ce besoin de communiquer et transmettre les choses, quoi. Ok. Chouette. Merci Yannick. Qui d'autre nous propose? Allez, encore 2, ça serait chouette. Paco, pas d'obligation, mais j'adorerais que tu proposes, parce que je suis sûr que ça doit être très puissant. Mais pas d'obligation. Bon, mais bonjour à tous. Non, je te fais bon, le quoi, moi je transmets des soft skills maintenant puisque je suis passé dans ton camp des coachs. Exactement. Que je vais alléger un peu le penchant coach basket. Okay. Donc je suis vraiment sur les soft skills. Pour tout le monde, compétences relationnelles, douces, personnelles, relationnelles, interrelation, coopération, initiative, autonomie, tendre la main, fonctionner ensemble. En gros, toutes ces choses-là. Les hard skills à l'opposé étant les compétences en dur. C'est comme le software et le hardware. Software, c'est les logiciels qui sont immatériels et le hardware, c'est l'ordinateur en dur. La compétence en dur, notamment dans le milieu de l'entreprise, c'est je suis expert de tel métier, mais comment les soft skills, et tu as un champ infini devant toi, permettent vraiment de bien réaliser l'action et de rayonner au-delà de nos hard skills pour partager avec tout le monde. Merci Nico. Comment? Dans un style responsabilisant, puisque les Québécois que j'ai croisés m'ont vraiment invité à aller dans ce penchant pédagogique, donc je m'y tiens énormément. Ok. Pourquoi? Alors, c'est peut-être très ambitieux, mais moi je sais que ça m'anime au fond, c'est ce souci de transmission pour qu'il y ait de la paix autour de moi. Parce que gosse, j'ai vécu dans un milieu très conflictuel, familial hyper conflictuel. Du coup, la paix m'intéresse. Et comment on a la paix? Quand on apprend aux gens à regarder les choses avec plein de billes pour le faire. Et quand on a de la connaissance, on a un petit peu plus de lucidité sur la complexité et on est susceptible d'avoir un peu d'humilité et de tomber l'ego. Voilà. En gros, ce que j'ai marqué. Ok. Ok. Et tout ça, tu pourrais effectivement le mettre en place. Ça te dépasse toi. Je veux que vous compreniez ça. Votre pourquoi nous dépasse nous et peut s'appliquer potentiellement dans plein de champs d'activité professionnelle. Et du coup, comme on sait que ça peut s'appliquer dans plein de champs d'activité professionnelle, c'est super parce que du coup, on est en confiance sur le fait que là, on est engagé dans un métier de passion qui est l'entraînement, qui est le basket pour toutes les personnes ici, etc. Mais on sait que pour X raison, si ça devait mal se passer, on peut le mettre à côté et on peut l'investiguer de façon complémentaire. Et du coup, on est encore plus sécure et plus puissant dans le basket parce qu'on sait qu'on n'est pas méga dépendant. Super, merci beaucoup Paco. Une dernière proposition? Élise, écoute, moi, je vais essayer. Vas-y, tu sauves Élise. Vas-y. C'est bien moi, hein? Ouais, c'est toi, Ben. Okay. Alors moi, c'est l'envie de transmettre mon expérience de joueur à des… C'est pour ça que je me suis lancé dans le coaching. Aussi, le fait de choisir un milieu amateur et non pas prendre la voie professionnelle que moi j'ai pu connaître. C'était aussi, je me suis rendu compte que c'était aussi le caractère un peu social.
j'évolue moi dans un quartier, dans un quartier d'Angers, Oui. à Trélazé, où voilà, il y a ce côté un peu social qui me correspond. Je m'entends, moi je suis issu de la région parisienne, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, à Juvisy, et que je sais que sans cette entraide avec des éducateurs, pas forcément formés d'ailleurs, mais qui m'ont tendu la main, alors que je n'étais pas du tout à jouer au basket, pas du tout. Donc voilà, je voulais un peu rendre l'appareil, on va dire. Le pourquoi aussi, c'était, je me suis dit que je voulais repartir aussi à la base avant de m'embarquer dans un DE, DES, etc. Je voulais vraiment repartir à la base, voir si ce que je pensais connaître était faisable avec voilà, un certain genre de joueur ou joueuse, ma façon d'entraîner, peut-être aussi des choses voilà, à changer forcément, parce que je suis très très loin de connaître grand-chose, on va dire. Et puis aussi, je me suis dit qu'il y avait peut-être une autre façon de faire que je ne connaissais pas forcément, parce que moi qui ai baigné très vite dans les sélections nationales en jeunes et le centre de formation, enfin le cursus habituel, et peut-être diversifier un peu l'offre, c'est-à-dire ramener des gens qui n'ont pas forcément envie de faire carrière ou quoi, qui ont envie de faire de la pratique en 3-3. Il y a le basket tonique que j'ai mis en place. Et puis là, en ce moment, je suis en train de lancer un peu du coaching individuel, c'est-à-dire des séances individuelles de certains gamins qui viennent à moi alors que ce n'était pas du tout mon but à la base. Mais voilà, tout ça, je pense que c'est l'envie de transmettre et c'est un parallèle, je pense, avec chacun, avec la vie qu'on a pu avoir, je pense, avec l'éducation, etc. Ok. Continue dans cette voie, Ahmed, en te disant à chaque fois, quand je suis dans ces réflexions-là, mais là c'est tout nouveau, hein, ça fait quelques minutes qu'on réfléchit là-dessus, comment je peux m'éloigner du comment? Comment je peux m'éloigner du comment et repartir au niveau du pourquoi, qui était ton partage d'expérience. Pourquoi tu veux partager tes expériences? Qu'est-ce qu'elles t'ont appris sur toi? Pourquoi est-ce que c'est fondamental et essentiel pour toi de transmettre? Et à chaque fois de te dire, est-ce que quand je formule les choses pour moi, là, dans l'exercice que tu fais pour toi avec toi, est-ce que je suis dans le comment ou est-ce que je suis bien dans le pourquoi? Et ça va t'aider à continuer à aller encore plus loin. OK? Cool. Super. OK, impec. Je voudrais qu'on fasse une deuxième partie où, comme je vous l'avais annoncé, on va réfléchir et travailler un petit peu sur la notion de valeur qui est très, très, très importante. Il y a plein de façons de travailler sur les valeurs. On va regarder, on va le faire à travers différents types d'étapes là pour commencer. Et ce que je vais vous demander de faire dans un premier temps, c'est très simple dans ma formulation de questions et c'est très compliqué à réaliser, c'est quels sont, je vous invite à répondre à ça, je vous la mets dans le chat, quelles sont les 10 valeurs qui me représentent le plus, ou qui représentent le plus ma personnalité. Quelles sont mes 10 valeurs? Et alors, je veux que vous soyez sincères, authentiques et que vous y allez. J'annonce à l'avance que je ne vous demanderai pas de partager le fruit de ce qu'on va faire là devant le groupe. Ça va vraiment être un travail pour vous. OK? Donc, allez-y plein pot sur tout ce que vous allez mettre. Il va y avoir plusieurs étapes. Là, ça n'est que la première. Mais allez-y en réalité, en authenticité, en sincérité. N'ayez pas peur que je vous interroge derrière devant tout le monde. Je ne le ferai pas. C'est un travail purement individuel. Quelles sont les 10 valeurs qui représentent le plus ma personnalité? Chute de téléphone du côté d'Amen. Alors, je sais que c'est dans les modules. Ça veut dire que certains les ont fait, d'autres ne les ont pas fait. Mais ce que je veux, c'est qu'on en échange. Et comme je sais que quand il y a des modules, des fois, on ne fait pas. Du coup, je voudrais qu'on y revienne. Donc, si vous l'avez déjà fait dans les modules, retrouvez votre prise de notes, rechopez-les, et comme ça, on va pouvoir les confronter. Vous allez pouvoir les confronter plus puissamment qu'à distance.
Mathieu, tu viens de nous rejoindre. Mais non, j'étais déjà là. Non, non, il y a un autre Mathieu, Mathieu Chauvet. Ah bah non, on peut pas en avoir deux, je suis désolé. Bon, ben, je sors Mathieu Chauvet alors comme il arrive en retard. Bonjour à Mathieu, tous et à toutes. hello camarade. On fait un travail sur les valeurs, donc ça fait partie des modules, mais je veux que vous y remettiez un focus et c'est de revenir à la question que je mets tout de suite dans le chat, si tu veux la faire ou refaire. C'est dur, hein, t'as pas une liste? Non, non, trop facile. Trop facile avec une liste, on pioche et on réfléchit pas sur toi, sur soi, surtout pas. Je sais que ça se fait aussi. Tu as une liste et tu pioches, tu coches, comme ça tu fais pas trop de charge mentale, c'est très bien. Mais Ouais. du coup, moindre bénéfice. Je vais vous le faire différemment, comme ça il n'y aura pas de redite avec les modules pour celles et ceux d'entre vous qui sont les meilleurs élèves. Du coup, on va faire un autre axe maintenant. Vous avez vos 10 ou pas? Non, non. Non. Ok. On peut demander de l'aide ou pas? On peut demander, alors c'est soit le 50-50 ou l'appel à un ami. Mais comme il n'y a pas de liste, ça ne peut pas être le 50-50, il reste plus que demander à un ami. Vas-y. Je peux appeler ma femme pour les 3 derniers? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? C'est un autre exercice que je fais d'habitude, de demander en périphérique en 360 des Alors, on n'a feedbacks. plus que 3 à mettre. J'en ai mis 7. Là, je suis un peu à quoi? Et ça, c'est encore du bullshit que tu te racontes. Parce que tu vois, ce qui est super intéressant sur cet exo, c'est qu'à chaque fois, je demande 10. Et avant, des fois, je faisais, allez, je vous en demande 20 ou je vous en demande 30. Et les gens, ils en sortaient 15, 18 ou 20. Quand on demande 10, on plafonne des fois à 7, 8. Prenons conscience de ça et regardez ce que ça veut dire quand on donne des choses à faire à nos joueurs ou à nos joueuses. Allez, restez là où vous en êtes. La phase de réflexion suivante que je vous propose, qui n'est pas dans les modules, c'est autre chose. Ça serait de réfléchir à ceci. Et ça va faire un écho avec ce que Élise nous disait tout à l'heure. Quelles sont mes anti-valeurs? Tu vois, Élise, pour le côté clivant, attirant, repoussant, etc. Quelles sont mes anti-valeurs? C'est-à-dire ce qui vraiment me repousse chez l'autre. Ce qui me repousse chez l'autre. Vous voyez la question? Il faut dissocier.
idéalement. C'est bon, vous les avez globalement? Ouais. Salut Yannick. Ciao, merci. Je t'en prie. Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est la dernière chose que vous allez faire. Je vais vous le mettre à travers un partage d'écran. Et vous allez faire un tableau. Et là, on est sûr qu'on va être sur quelque chose qui vous permet d'aller plus loin. En fait, vous allez lister vos différentes valeurs là dans la colonne de gauche. Et vous allez créer une colonne qui correspond à qu'est-ce que je fais actuellement pour nourrir, satisfaire cette valeur. Donc, écrire des actes, etc. Je pense que vous n'allez pas le faire en séance. Là. On va rester sur quelques minutes d'échange, mais notez ça pour pouvoir le faire après coup. Dans cette colonne, vous écrirez pour chacune des valeurs. On n'est pas sur les antivaleurs, hein, sur chacune des valeurs. Qu'est-ce que je fais actuellement pour nourrir, satisfaire cette valeur? Ensuite, dans la colonne suivante, qu'est-ce que je peux modifier, changer dans ma vie qui peuvent correspondre à des choses que je fais déjà, mais que je veux faire davantage ou moins pour que ça soit chouette au regard de cette valeur et la nourrir également. Et puis, pour la troisième colonne, qu'est-ce que je décide d'ajouter, c'est-à-dire des choses que je ne fais pas du tout à l'heure actuelle pour nourrir cette valeur. En fait, dans cette dernière colonne-là, on est vraiment dans « je veux nourrir cette valeur » et à l'heure actuelle, j'en fais pas grand-chose. Vous voyez la différence entre la troisième et quatrième colonne? Là, c'est qu'est-ce que je fais déjà pour la première, pour la deuxième, pardon. Pour la troisième, qu'est-ce que je fais déjà mais que je pourrais faire plus ou moins? Et là, qu'est-ce que je décide d'ajouter qui n'est pas présent à l'heure actuelle dans ma vie pour nourrir chacune de ces valeurs? Et en fait, dès lors que vous allez poser ça, l'enjeu derrière, c'est que vous puissiez déterminer un plan d'action. Dans le plan d'action, il y a action pour justement passer à l'acte et modifier des choses. Parce que si on en revient sur la discussion du début de notre séance d'aujourd'hui, et notamment l'intervention de Laurent sur les besoins, les valeurs et les mélanges, on a clarifié tout ça tout à l'heure précisément. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce tableau, on va pouvoir donner de la cohérence et de la structure et de la chair sur ce que l'on peut faire en termes de compétences pour aller alimenter encore plus les valeurs.
Est-ce que les consignes de l'exercice sont assez claires pour que vous puissiez les faire en autonomie derrière? Ouais, c'est clair. Ok, parfait. Parfait pour ça. Nickel. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions sur les sujets qu'on a vus là ou sur d'autres sujets que vous souhaiteriez qu'on puisse aborder? Si pas de questions, qu'est-ce que vous retenez de plus important que vous pouvez implémenter dans votre quotidien à partir de maintenant? Quelle décision vous prenez? Quel engagement vous prenez en termes d'implémentation dans votre quotidien? Dites ça devant les autres. C'est très important pour vous engager. Est-ce qu'il y a eu un input, un insight, une prise de conscience qui est venue soit de choses que j'ai proposées ou que d'autres collègues ont dit? Vous dites, OK, ça maintenant, j'y vais. Moi, c'est plus par rapport à l'identification de certaines choses, compte tenu de la définition de valeurs, besoins, croyances. OK. Essayer de visualiser un petit peu mieux pour peut-être prendre des temps d'arrêt au cours d'une journée pour me dire, attends, pour quelle raison tu as fait ça? Pourquoi tu ne l'aurais pas fait comme ça plutôt? Tu vois, si jamais dans la situation, le retour sur le feedback instantanément, vite tous les jours, convient pas, quoi. Déjà, dans un premier temps, quoi. Ouais, c'est déjà ça. Après, sur la partie basket, je sais un petit peu ce sur quoi je dois travailler aussi au quotidien pour faire le pourquoi j'ai décidé de faire ce métier-là. Et ça, c'est du. Voilà, ça, c'est du. Mais là, tout de suite, c'est l'identification des mots clés. Ouais. Pour réfléchir à un instant T sur une attitude, une réponse ou un comportement dans l'immédiat. Parfait. Merci Mathieu. Romain, qu'est-ce que tu vas implémenter dans ton quotidien? Alors, je prends un petit peu le truc en route parce que j'ai commencé sûrement à peu près tout le monde, donc j'ai pas rattrapé la session de la semaine dernière, donc mais sur la base de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a partagé aujourd'hui seulement. Moi, c'est vraiment d'une part développer encore plus le pourquoi, parce que je pense qu'à un moment c'est important pour aller vers l'expertise. Puis après, je pense que c'est en lien avec pas mal de choses, dont la confiance en soi, dont ces choses-là. Donc, de manière très large et très vague, je dirais que je resterai là-dessus. Pour après, le faire savoir, c'est quelque chose que j'ai compris, que j'utilise un petit peu maintenant. Donc, ça, c'est pas trop le souci. C'est plus sur la question du pourquoi m'interpelle, en fait. Parce qu'il y a des choses qui paraissent évidentes de prime abord, mais donner du sens, c'est important. Et pour donner du sens, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc, c'est un petit peu là-dessus, je pense. Moi, je sais que dans ton pourquoi à toi, Romain, on se connaît de très longue date. Il y a cette capacité à vivre ta passion dans le plus haut niveau qui puisse être. Complètement. Complètement. OK. On se connaît bien, donc ça aide aussi. C'est vrai. C'est vrai. Élise? Respire. Grande réflexion pour moi, c'est déjà m'affirmer, je pense que c'est déjà ça. M'affirmer en tant que tel. J'ai décidé d'être entraîneur, ça c'est quelque chose que j'ai décidé et voilà, je veux aller vers ça. Maintenant, je sais que j'ai à développer encore pas mal de choses, ce qui est normal. Mais voilà, je pense que pour moi, la chose la plus importante, c'est de se connaître. Se connaître pour ensuite pouvoir avancer. Et pour moi, c'est sur ça qu'il faut aller le plus. J'en suis convaincu. Pour moi, c'est fondamental. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Il y en a qui l'ont fait à l'écrit, regardez dans le chat. Un petit syndrome de l'imposteur pas loin, là, ok. Ok, Bruno. Il faut s'en occuper de celui-là. Ok. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là pour cette intervention. Je rappelle, je